Cézanne Amoralo. Donc, vous appelez de vos voeux une démocratie qui soit une forme sociale de vie. Et donc on s'orienterait davantage vers une démocratie participative plutôt que vers une démocratie représentative. Est-ce que cet aspect politique peut être expliqué? Merci. Oui, donc vous avez raison. Cela dit, je ne conçois pas les deux formes de démocratie comme exclusives l'une de l'autre. Hein. Si vous voulez, ma perspective est plutôt celle d'un enrichissement de la démocratie représentative et formelle que nous connaissons par une vie sociale de forme démocratique, donc par un développement des potentialités démocratiques à l'intérieur même de la vie sociale, et particulièrement dans la sphère du travail et de la coopération. Mais ça n'est pas exclusif des formes représentatives existantes. Voilà, c'est pas forcément l'un ou l'autre. On peut tout à fait envisager que des mécanismes de démocratie représentative que nous connaissons coexistent avec des formes de vie démocratique enracinées dans la vie sociale elle-même. On peut parfaitement envisager que les deux coexistent et que l'une finisse peut-être par influencer l'autre davantage que ça n'est le cas aujourd'hui, que la forme représentative finisse par par pouvoir s'enrichir de formes démocratiques ancrées dans les pratiques sociales. Mais voilà, c'est pas, à mon sens, c'est pas forcément l'une ou l'autre. On peut tout à fait, je pense, les faire cohabiter. Et c'est pas non plus l'une contre l'autre, dans mon esprit. Ouais. Merci. D'autres questions? Merci. Je voudrais juste revenir sur la fin de votre... Pardon? Jean-Luc Lupéry, du lycée de Castellar à Pamiers. Si j'ai bien compris sur les conditions de l'émancipation que vous développez à la fin, et notamment en référence à Dewey, c'est l'idée donc d'un passage de l'associatif au social. Il s'articulera à partir d'une prise de conscience des conséquences des actes. Je voulais juste savoir la place ou la question de l'action dans cette émancipation. Oui, l'action en quel sens précisément? C'est-à-dire, est-ce que c'est seulement une prise de conscience ou est-ce qu'il y a des modalités propres de l'action qui seraient les conditions d'émancipation? Oui, c'est-à-dire la prise de conscience du fait qu'on est affecté par les conséquences de transactions, d'interactions sociales lointaines, débouche sur... enfin, on ne se contente pas de la prise de conscience de cela, c'est-à-dire ça conduit à une forme d'action, en l'occurrence à une forme d'action qui est très clairement de type politique, qui en l'occurrence est une forme qui vise, comme dit Dewey, à prendre, comme je fais exprès d'utiliser, puisqu'il sera question cet après-midi de Butler, mais il y a une expression qu'il affectionne, de prendre soin des conséquences. Ça débouche, cette prise de conscience débouche sur des formes d'action, d'organisation, sur des formes d'auto-organisation de la vie sociale elle-même. Le but n'est pas la prise de conscience en soi, elle n'est qu'un moyen pour ensuite passer à des formes d'action collective qui sont des actions d'organisation de la vie sociale. C'est pour ça que j'ai fait entrer en résonance l'un avec l'autre Marx et Dewey. Lorsque Marx explique que la forme de société véritablement sociale, consciemment et volontairement organisée, existe déjà, dit-il, dans une certaine pratique qui est déjà à l'œuvre,
c'est au moins ce qui est dit dans l'idéologie allemande, qui est aussi d'ailleurs le texte, c'est à quelques paragraphes d'intervalle, hein, où il y a ce fameux passage dans lequel il dit que le communisme n'est pas un idéal, hein, mais il est le mouvement réel, qui veut dire qu'il fait des Bewegung, le mouvement réel d'abolition de l'état de choses existant. Hein. Ce mouvement réel, il est porté par un certain nombre d'actions, en l'occurrence ce qui relève de ce qu'il appelle par ailleurs la praxis politique, hein, qui est une praxis d'organisation, hein, et de coopération, hein, dont pour lui le seul exemple visible à ce moment-là, hein, ce sont précisément les pratiques politiques d'organisation internes à la classe ouvrière, hein, aux travailleurs, comme il dit. Voilà, donc là, et cette prise de conscience d'être affecté, hein, par une certaine forme d'organisation sociale débouche ensuite sur une pratique, hein, qui est une pratique coopérative, une pratique d'organisation, qui vise précisément aussi, qui passe aussi par un moment, qui peut passer, hein, par un moment de lutte, au sens où forcément, mettre en œuvre des pratiques conscientes et volontaires d'organisation et de coopération, c'est forcément rencontrer aussi, pour s'y opposer, les dispositifs qui empêchent cette coopération d'émerger, ou qui la détournent, hein, ou qui la captent et la redirigent vers d'autres intérêts, etc. Hein. Voilà, je ne sais pas si je réponds. Antoine Langvan, prof à Lourdes. En fait, moi, il y a des choses que je n'ai pas très bien compris. En fait, j'ai l'impression que vous dites... alors déjà, il y a une phrase que je n'ai pas très bien comprise, c'est « le capital est toujours l'initiative de la coopération », et en même temps, vous dites que c'est proprement humain que de coopérer. Alors, je ne sais pas, peut-être que je me suis trompé là sur le sens que vous vouliez donner à ça. Et deuxième chose, en fait, par rapport... à cette idée que finalement, on était passé à une nouvelle forme de travail dans laquelle, alors je serais incapable de le dire dans les termes que vous avez employés, mais simplement dans laquelle il n'y avait plus cette idée que nous étions, enfin le salarié, l'ouvrier, etc., était sécurisé, mais en même temps soumis, enfin qu'il échangeait la sécurité contre la soumission, mais que maintenant, vu que c'était séparé du procès de production de travail, on gagnait une forme de liberté finalement qui permettait peut-être ensuite de mettre en place des formes de coopération autonome, etc. Et vous disiez, donc je pense que c'était un point politique un peu important, c'est-à-dire en gros, vous disiez oui, et donc à ce moment-là, redemander de la sécurité, c'est être risqué de se resoumettre à au capital, etc. Alors, ok, je comprends l'idée, mais quand même, ensuite, vous dites donc, par contre, ces nouvelles formes de travail permettent de faire échapper le travail, parce que faire échapper le travail à sa captation par le capital, par exemple. Il n'empêche qu'il faut, sans dire quelque chose de bon sens, dire que il faut avoir encore un peu de force de travail pour pouvoir faire échapper une partie de sa force de travail au capital. Enfin, je ne comprends pas très bien comment comment cette nouvelle forme de travail pourrait laisser échapper certaines parties de la force de travail pour faire en sorte que nous prenions des initiatives de type coopératif, autonome, etc. Enfin... Oui, sur le dernier point, tout de suite, c'est pas ce que j'ai dit, si vous voulez, ce que j'ai voulu dire, c'est pas que le capital laisse échapper des potentiels coopératifs, etc. On est même dans une situation où il les, pour une grande part, il les sollicite, il les crée, sous des formes extrêmement... Alors, sous quelle forme? Par exemple, sous la forme de ce que les psychologues appelleraient comment il dit ça? J'oublie le concept qu'ils utilisent. Bon, ça me reviendra. Non, je vous dirai. Sous la forme d'une exigence, hein, qui prend celle
d'un impératif d'autonomie. Hein. Soyez autonome. Injonction paradoxale, merci. Quand on est trop des fois. Une injonction paradoxale, c'en est vraiment l'illustration typique. Hein. Cette injonction à l'autonomie. Hein, etc. Mais donc, dans ce cas-là, il y a, si vous voulez, une incitation, hein, à l'autonomie. Sauf que, dans le cadre de l'organisation managériale du travail, la caractéristique, si vous voulez, de cette injonction à l'autonomie, c'est qu'elle n'est jamais suivie des moyens permettant d'être effectivement autonome. Hein. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que Marx analysait déjà. Hein. C'est la grande caractéristique de la forme que prend le travail sous le capitalisme, c'est la séparation avec les conditions objectives de sa propre actualisation. Cette séparation est fondamentale, c'est-à-dire que bon, elle se reproduit sous des formes diverses et nouvelles, mais une des formes actuelles, c'est l'impératif d'autonomie sans les moyens de l'autonomie. C'est-à-dire, hein, soyez maître de vos projets, conduisez vos projets, etc. Mais les moyens qui permettraient de les conduire effectivement à bien, de les mener à bien, ils ne sont pas là. Hein. Ce qui d'ailleurs place les salariés dans des situations extrêmement difficiles à supporter psychologiquement. Hein. Donc ça veut dire que ce qu'il faut dans ce cas-là, ce qu'il faut exiger, il ne faut pas revenir en deçà de l'autonomie, il faut plutôt dire, d'accord, soyons autonomes, mais avec les moyens de l'être. Hein. Donc, mettre la main sur ces moyens, je ne dis pas que c'est une chose simple. Hein. Et les luttes menées par les travailleurs ou dans le travail n'ont jamais été des choses simples. Hein. Mais l'exigence, prendre au pied de la lettre, vous voulez qu'on soit autonome, on va l'être. Hein. Et les moyens de notre autonomie, on va les conquérir. C'est ça, je veux dire. Autrement dit, il ne s'agit pas de revenir en deçà de l'autonomie. De même que Marx n'a jamais dit qu'il fallait revenir en deçà du travail libre, hein, avec toute l'ambiguïté du terme, du travail libre moderne. Hein. Il n'a jamais dit qu'il fallait revenir en deçà du travail salarié, hein, vers les formes prémodernes du travail, vers des formes de travail dans des liens de dépendance personnelle. Non. Il ne s'agit pas de revenir à ces formes prémodernes. Là aussi, hein, il s'agit pour le travail, dès lors qu'il est travail libre, hein, dans les conditions de la modernité, c'est-à-dire qu'il est une caractéristique d'un individu porteur de droit, hein, susceptible en tant que sujet de droit de contracter, etc. Tout cela, il ne faut pas le mettre... il ne s'agit pas de revenir en deçà. Hein, il s'agit de s'approprier les conditions objectives du travail. Hein, c'est-à-dire précisément, il s'agit de maintenir, si vous voulez, la position du travailleur comme d'un sujet, hein, mais de lui donner les moyens, de faire en sorte, hein, qu'il ait les moyens de l'être réellement, ce sujet, hein, et pas seulement formellement. Hein. C'était ça déjà son idéal. Hein. Donc c'est pas de revenir à des formes antérieures, hein, prémodernes, de dépendance, hein, de dépendance personnelle, etc. Non, il s'agit, dans les conditions de la modernité, hein, d'en conserver les acquis, mais précisément de les rendre réels, hein, de leur donner un contenu. Prendre au mot, quoi. Oui, prendre au mot, bien sûr. Oui, prendre au mot, bien entendu. Pour Marx, il y a l'idée selon laquelle, au fond, il y a un certain nombre de promesses, si vous voulez. C'est un des commentateurs de Marx, Jacques Bidet, utilise parfois ce terme. Il y a comme des promesses inaugurales de la modernité, et puis pas rien, parce que c'est quand même la promesse d'égalité et de liberté. Hein. L'égalité-liberté, comme dit Balibar, mais il s'agit de faire que ce ne soit pas que des promesses, hein, et de donner un contenu à cela. Hein. Mais évidemment pas de revenir en arrière, hein, sous prétexte que jusqu'ici, on en serait resté à de simples mots, à de simples déclarations. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Hein. Bon, alors après, il y a une autre question importante. Effectivement, on peut très bien penser qu'il y a une tension là, dans le propos que je tenais entre... je pense que, si vous voulez, ce que Marx pense, c'est qu'il y a un élément essentiellement coopératif
dans le travail, et que cet élément inhérent au travail qu'est la coopération a été actualisé sous le capitalisme, sous une certaine forme. Mais c'est quelque chose qu'il dit très souvent, par exemple, il explique très bien que, c'est déjà dans le manifeste de 1848, l'idée selon laquelle il y avait dans le travail social quelque chose qui était jusqu'ici simplement en germe. Et le capitalisme a développé ces germes. Qu'il y avait, en germe, il y avait une immense capacité productive qui était recélée dans le travail humain, et le capitalisme a développé ce qui était en germe, simplement. Il en va de même pour les potentialités coopératives du travail. Ce sont des éléments qui sont inhérents, si vous voulez, au travail, qui ont été développés d'une certaine manière par le capitalisme et qui peuvent être développés autrement ou sous d'autres formes. Mais vous voyez, c'est comme ça qu'on peut peut-être sortir de ce qui pouvait apparaître comme une contradiction. Alors, juste encore un point par rapport à ce que vous disiez concernant la sécurité. Je ne voudrais pas qu'il y ait une méprise. Je ne me félicite en aucun cas de la disparition des mécanismes assurantiels sur le plan social. Je ne suis pas en train de dire oh, c'est génial, il y a plus de sécurité sociale. Enfin, heureusement, il y en a encore, mais enfin, continuons sa remise en cause et puis ça ira beaucoup mieux après. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout ce que je veux dire. J'attire simplement l'attention sur le coût, si vous voulez, qu'a représenté le prix auquel ont été obtenus, avaient été obtenus ces garanties d'ordre collectif ou en matière de droits, ou de droits sociaux, ou d'ordre assurantiel en matière de protection. Et qu'il y avait, il y a une face négative de la chose aussi, sur laquelle on attire rarement l'attention. Il y a une face négative, au sens, d'accord, on accorde des droits, etc., mais surtout pas d'autonomie. Est-ce que c'est historiquement ou est-ce que c'est nécessaire cet échange, finalement? Est-ce que forcément la sécurité se paye au prix de la soumission, etc. Pas forcément, pourquoi pas avoir la sécurité et l'autonomie. Je vois pas pourquoi on devrait forcément se contenter. Enfin voilà, en gros, c'est bon, on vous donne un peu de sécurité, soyez contents. Mais pas en plus exiger l'autonomie et des droits politiques. Vous n'y songez pas? Ben si, on y songe. Enfin, oui. Bon, mais là, il y a bon. J'ai dérobé le micro, alors. Je le garde. Je me demandais, dans la perspective où vous êtes situé, comment vous évaluez la proposition politique concrète qui a été faite par certains philosophes contemporains? Je pense par exemple à Jean-Marc Ferry ou Philippe von Parijs, de créer une allocation universelle qui aurait, selon eux, le mérite de libérer le travail de la logique salariale et ainsi de créer je crois que c'est comme ça que l'appelle Jean-Marc Ferry, un secteur quaternaire d'activités autonomes, socialement utiles, intensifiant la vie sociale, etc. Est-ce que ça vous semble utopique, ça, ou est-ce que ça vous semble aller dans le sens de ce que vous appelez de vos voeux, l'intensification de la vie sociale, la réalisation de la communauté réelle, etc. Présenté comme vous le présentez, ça va dans mon sens. Incontestablement, si c'est de ça qu'il s'agit, oui, de libérer en quelque sorte de la pression salariale pour permettre aussi effectivement une participation active à la vie sociale, une intensification de la vie sociale. Vu comme ça, ça me rend la chose sympathique. Bon, mais en même temps, je vous avouerai, franchement, parce que la question m'a déjà été posée, mais bon, il faudra quand même que... Mais je n'ai pas suffisamment, je vous le dis honnêtement, je n'ai pas suffisamment travaillé la question pour avoir un avis tranché sur la chose. Franchement, vraiment, je n'ai pas de... En tout cas, c'est la manière dont il le présente. Par exemple, je crois que c'est l'allocation universelle, pour avoir eu minimum de citoyenneté, Jean-Marc Ferry présente vraiment les choses comme ça. Oui, mais... Dit ainsi, voilà, tout à fait. Oui. Non, présenté comme ça, je sais bien, en fait, qui présente la chose de cette manière.
Et bon, c'est un passage à la pratique, là, de la théorie à la pratique. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, c'est une mesure concrète, défendue d'ailleurs par des personnalités politiques de différents horizons, hein, de droite et de gauche aujourd'hui. Oui, j'ai vu que même, effectivement, c'est une idée qui est large, enfin, qui se diffuse assez largement, y compris politiquement aussi. Non, mais écoutez, ça fait plusieurs fois que je me dis à moi-même qu'il faut que je regarde la chose de près pour me faire une opinion. Hein, et bon, c'est pas le cas là, donc je peux pas vous dire je suis pour, etc. Enfin, voilà, je peux juste vous dire que présenter de cette manière, ça semble aller. Voilà. Après, il y a aussi des choses qui m'embêtent, si vous voulez. Hein, enfin, comment dire, il faut aussi repenser la question du rapport entre travail et non-travail. Hein, voire même le rapport entre travail et loisirs, des choses de ce genre. Ils insistent particulièrement sur la notion d'activité, en fait. C'est un travail qui soit... Enfin, dépasser la logique du travail salarié et penser l'activité socialement utile, autonome. Voilà. Oui, voilà, mais si vous voulez, comment dire, ce qui me pose problème, c'est la distinction même, si vous voulez, enfin l'idée même qu'il faille sortir du travail, au fond, pour avoir une activité socialement utile. En fait, du travail uniformément salarié, en fait, c'est plutôt ça. Oui. C'est pas sortir du travail, c'est sortir de la logique salariale exclusive. Oui, voilà, c'est comme ça. Mais, d'accord, si vous voulez, mais il ne faut pas déserter le terrain du travail salarié pour autant. Au sens où il y a sur ce terrain-là encore beaucoup de choses à obtenir. Vous voyez, c'est juste ça. Si c'est pour dire, travail salarié, allez, on l'abandonne, hein, c'est un truc qu'on ne peut rien en faire. J'ai entendu dire ça, par exemple. Hein, oui, on l'a dit d'ailleurs, à quoi bon parlez-vous encore du travail? On sait bien que de toute façon c'est foutu. Du travail qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, de toute manière, en gros, il faut passer à autre chose, si vous voulez. Hein, et que s'intéresser même, enfin prendre encore le travail comme objet de réflexion, au fond, dans le plus grand sens. Moi, je ne le crois pas, et dans ce que vous dites, si vous voulez, très bien, mais néanmoins, ne désertons pas pour autant le terrain du travail salarié. Parce que, parce qu'il conserve, non pas, je ne veux pas dire par là que je justifie la forme salariale du travail. Hein. Je dis simplement, il y a quand même encore, cette forme du travail est encore la forme la plus, si vous voulez, diffusée socialement. Hein. Les gens sont dedans, hein, sont dans cette forme-là du travail, avec les problèmes que ça pose, avec les souffrances que ça génère, etc. Hein, et que donc il ne s'agit pas de déserter ce terrain-là. Voilà. Parce que les acteurs sociaux attendent aussi qu'on s'en occupe. Enfin, quand on fait de la philosophie sociale, en tout cas. Bonjour, je m'appelle Cédric Moïno, je suis professeur de philosophie au lycée de Pau-Just-Arrêt. Et ma question porte en fait sur la place de la concurrence dans ou plutôt contre la capacité démocratique qui serait inhérente au travail. Et donc vous avez dit en parlant de Dewey que tout groupe social finalement avait des intérêts en commun avec un autre groupe social et qu'une bande de voleurs du coup serait ceux qui minimiseraient au maximum ces intérêts-là. Mais est-ce que la concurrence n'est pas toujours aujourd'hui ce qui empêche les travailleurs de prendre conscience de leur intérêt commun, et non seulement entre les différents collectifs de travail, mais au sein même d'un collectif de travail entre les travailleurs eux-mêmes. Voilà, par rapport aux 3 points que vous avez rappelés à la fin, l'autonomisation, la coopération et la décision, est-ce que la concurrence ne va pas à l'encontre de cette... Bien sûr, alors ça, c'est bien sûr, enfin, tout à fait d'accord avec vous, la concurrence, c'est le dispositif anti-coopératif pour moi, hein, par excellence. Et c'est le dispositif constamment utilisé pour, précisément, séparer les travailleurs de leur potentiel coopératif. Hein. C'était un dispositif que, d'ailleurs, Marx avait relativement, déjà à son époque, bien vu fonctionner, montrant comment
justement le marché, hein, le marché place les travailleurs en situation d'être les concurrents les uns des autres. Hein, et que c'est évidemment le ressort principal qui permet de contrer toute tentative, de désamorcer toute possibilité de réellement coopérative, hein, d'association entre les travailleurs. Donc c'est effectivement la mise en concurrence, ou comment dire, hein, la concurrence elle-même, comme, parce que si vous voulez, la concurrence est une manière de coordonner les actions sociales. Au fond, c'est un dispositif qui coordonne les actions les uns avec les autres. Hein, et c'est un dispositif qui est adapté, qui est absolument inséparable d'un autre, c'est-à-dire le marché. Hein, et le marché, c'est un dispositif qui coordonne par la concurrence. Donc moi, ce que j'essaye de mettre en avant, c'est exactement, c'est l'opposé de cela. Hein, c'est la coordination des actions par la coopération et l'association. Donc nécessairement, on se heurte, hein, mais frontalement, hein, à la question, à la réalité, hein, de la mise en concurrence, y compris d'ailleurs mise en concurrence qui n'est pas seulement sur le marché du travail, mais qui fait partie aussi, par exemple, des stratégies managériales. Hein. La façon dont on peut, dont les managers peuvent à la fois, si vous voulez, comme le disait dans le texte que je citais, ce paradoxe, si vous voulez, d'un côté on valorise la coopération et de l'autre on la désamorce. Hein. Voilà une technique, hein, c'est très simple, c'est dans une même entreprise, vous maximisez l'impératif de coopération à l'intérieur des services, hein, mais vous placez tous les services en concurrence les uns avec les autres. Hein. Donc ça, c'est vraiment la démarche, vous voyez, coopération d'un côté, on peut même l'intensifier à l'intérieur d'un service. Mais au sein de la même entreprise, tous les services sont placés en concurrence les uns avec les autres, d'où la pratique de la rétention d'informations, le fait qu'on ne dit pas à un collègue d'un autre service, on ne transmet pas les informations qui lui seraient utiles, voire même nécessaires, etc. Donc c'est vraiment la maximisation, pour moi, de l'agir coopératif se fait contre les dispositifs concurrentiels. Ça, vraiment, alors après, c'est un rapport, voilà, c'est un rapport de tension, hein, et de conflictualité. Hein, mais je pense que la coopération a toujours à affronter les mécanismes de mise en concurrence et à se faire valoir contre. C'est pour ça qu'on en parlera cet après-midi. Je suis assez étonné, hein, par des choses que Axel Honneth propose dans ses derniers écrits, en particulier dans son livre Das Recht der Freiheit, le droit de la liberté, hein, qui n'est pas encore traduit, mais enfin qui en passe de lettres. C'est tout à fait étonnant de le voir valoriser, hein, le marché en tant que tel, hein, de parler d'une éthique du marché, etc., de dire du marché il considère le marché comme une structure collaborative et coopérative. Hein, et alors ça, je crois que c'est un problème, parce que il a l'air de penser que, si vous voulez, la logique du marché est coopérative, et elle est simplement perturbée par des dispositifs concurrentiels. Moi, je ne fais pas le même diagnostic. Je veux dire, dans le capitalisme, le marché, il est intrinsèquement concurrentiel. La concurrence n'est pas une perturbation, elle est nécessaire au fonctionnement du système. C'est pas un accident malheureux, hein, qu'il y ait de la concurrence sur les marchés. Alors après, il faut distinguer, effectivement, les marchés. Il y a marché et marché, si je puis dire, et surtout historiquement, il y a eu des marchés non concurrentiels, mais c'était des marchés pré-capitalistes. Hein, Polanyi a très très bien expliqué comment fonctionnaient, hein, les marchés locaux et même les marchés nationaux, hein, dans une phase historique pré-moderne, hein, en montrant comment les acteurs de ces marchés visaient justement à se préserver de la concurrence. Les marchés étaient organisés pour n'être pas concurrentiels. Et les acteurs de ces marchés s'arrangeaient pour ne pas rentrer en concurrence les uns avec les autres. Mais ensuite, il y a eu la réorganisation du marché, des marchés, sur de toutes nouvelles bases, sur de toutes autres bases. La réorganisation, l'appropriation proprement capitaliste du marché a consisté, à chaque fois que cette logique s'est introduite dans des marchés préexistants,
ça a consisté à introduire la concurrence sur les marchés locaux, sur les marchés nationaux, puis sur le marché international, qui n'était d'ailleurs absolument pas dans un marché concurrentiel. Les marchés internationaux étaient livrés à des aventuriers qui n'étaient pas les uns avec les autres dans des rapports de concurrence. Il y avait là, à cette époque-là, on pouvait dire qu'il y avait des démarches collaboratives pour les acteurs des marchés. Mais ça a été, à mon avis, balayé par la transformation capitaliste du marché, qui consiste à le refonder sur une base concurrentielle. Et donc on a forcément à faire... Une dernière question. Merci. Alexandre Beny, professeur de philosophie au lycée de l'île Jourdain. Est-ce que vous auriez à l'esprit l'un ou l'autre exemple précis de forme de coopération dans le travail qui serait ainsi affranchie de ces mécanismes de captation par le capital et à partir desquels on pourrait donc penser ce que vous avez appelé l'émergence du public à partir des J'ai un exemple précis, alors malheureusement le nom exact, j'ai l'exemple, il y en a plusieurs, mais il y a l'exemple d'une entreprise, en l'occurrence en Argentine, qui est sous contrôle ouvrier total, complet, depuis 13 ans maintenant. Ça, c'est quelque chose qui s'est fait en 2000, au moment de la grande crise en Argentine. Et c'est une entreprise de faïence. Son nom m'échappe, mais ça se trouve très facilement sur Internet. C'est une entreprise dont le patron a voulu partir avec tout, avec les machines, comme d'habitude. Donc il part avec les machines, avec la matière première, etc. Il s'en va, il délocalise. Et là, en l'occurrence, dans un rapport de force, les ouvriers ont dit non, ça reste ici. Ça reste ici. Ils ne partent pas avec les machines. Et ils se sont mis à organiser le travail, à gérer évidemment les commandes, etc. Alors vous me direz, si vous voulez, c'est que cette entreprise, elle est entièrement coopérative et entièrement sous contrôle des salariés eux-mêmes, mais c'est comme une île dans l'océan. Je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que, par exemple, ils ne peuvent pas faire, aussi longtemps que ce genre de gestion ouvrière n'existe que de manière extrêmement locale, etc., ils ne peuvent pas faire qu'ils ne soient pas sur un marché et en rapport de concurrence avec d'autres entreprises. Ça, je n'ignorais évidemment pas cet aspect-là, et eux non plus. Mais pour ce qui est en tout cas du fonctionnement interne, là on a un fonctionnement coopératif complet, une réorganisation complète des tâches de manière consciente et volontaire, comme disait Marx, et surtout la suppression de toute forme de rapport hiérarchique, etc. Mais il y en a d'autres, on a des exemples de ce genre. Mais celle-ci est plus connue parce que ça fait longtemps qu'elle fonctionne et elle fonctionne bien. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses, certainement. Mais enfin, ça, c'est un exemple précis. Oui, donc bonjour, Abdouhossein Mustafa, enseignant durée. Donc je veux revenir sur l'injonction paradoxale qui consiste donc à dire, en résumé, devenez autonome, soyez créatifs, prenez vos projets en main. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose de purement formel, donc j'aurais l'impression que c'est comme un spot publicitaire, d'accord ? Imaginons que nous, en tant qu'ouvriers, on décide de prendre au pied de la lettre ce spot. Donc premièrement, quelle forme pourrait prendre cette revendication, premièrement, et deuxièmement, comment pourrait s'appliquer ce type de formule, ce type de management, lorsqu'on est à l'usine, lorsqu'on travaille à la chaîne, lorsque le travail n'est pas émancipant, c'est ça? Non, il n'est pas émancipateur, mais plutôt abrutissant. Donc du coup, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans ce type
cette forme de travail. Voilà. Oui, là, la question, c'est de savoir si c'est possible. Hein. Là, vous prenez l'exemple d'une organisation, enfin d'une forme d'organisation du travail, hein, qui appartient précisément à l'époque fordiste, et qui, alors, soit dit en passant, je ne veux pas non plus que vous pensiez que je m'imagine qu'aujourd'hui, même à l'échelle, si vous voulez, mondiale, hein, le travail prenne les formes coopératives ou coopératrices dont j'ai parlé. Je sais très bien que c'est des formes minoritaires, que ce sont des formes qui, quand elles existent plutôt dans les pays les plus développés, en Europe et en Amérique du Nord, que l'exploitation du travail en masse, hein, au sens très exact que Marx donne à l'expression dans le chapitre que j'ai cité, c'est la réalité de l'Asie tout entière, hein, la juxtaposition de journées de travail, la fusion des journées de travail dans un espace de production, etc., c'est la réalité hein, de continents entiers, hein, tout ça je le sais bien, je dis simplement que ça n'empêche pas de voir aussi, d'essayer de comprendre ce qu'ont de particulier les formes émergentes chez nous, hein, les nouvelles formes, si vous voulez, de travail, d'activité productive. Mais l'exemple que vous donnez, on peut se poser la question. L'exemple typiquement fordiste hein, du travail à la chaîne et de la masse ouvrière, justement, hein, nécessaire à faire fonctionner des usines de ce genre, là, quel sens ça peut avoir de parler d'autonomie dans ce cadre-là, je pense que ça en a très peu. Hein, c'est pour ça d'ailleurs que du coup, ce sur quoi j'ai mis l'accent, ce sont des formes de travail post-fordistes, hein, sortant de ce cadre-là. Hein, cadre dans lequel on peut penser qu'il n'y avait guère d'autres solutions que d'obtenir effectivement des garanties assurantielles collectives et des choses de ce genre, tant l'expérience du travail réel contredit manifestement toute perspective émancipatoire. Hein, voilà. Bon. Après, en revanche, du côté de formes de travail dans lesquelles hein, les travailleurs ont affaire, ce qui sont souvent des cadres, hein, par exemple, ont affaire à cet impératif d'autonomie, etc. Là, on peut penser que l'exigence, par exemple, portant sur les moyens de l'autonomie, hein, oui, vous me dites de monter des projets, mais je ne vais pas monter des projets pour monter des projets, hein, même si c'est quand même ça qui est demandé d'ailleurs, c'est de monter des projets pour monter des projets. C'est la question de savoir, mais par exemple, si on commence à demander, mais quel est le sens de tout ça, hein, est-ce qu'il s'agit justement de se projeter pour se projeter? Mais vers quoi, pourquoi, etc. Hein, donc, la question du sens hein, du travail, des moyens de l'effectuer, hein, des conditions dans lesquelles il s'effectue, ça sont des exigences que dans un rapport de force, inévitablement, hein, des cadres peuvent parvenir à faire valoir, en tout cas des exigences dont ils peuvent se faire porteurs. Hein, de dire, voilà, vous ne faites que nous parler d'autonomie, mais quel en est le but, quel en est le sens, autonome pourquoi faire, etc. Mais porter ces exigences-là se fera forcément dans un rapport de force, oui, bien sûr. Oui, non, ça, oui, je ne pense pas que les managers se mettent comme ça d'un seul coup à être gentils. Hein. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vous propose que nous remercions vivement et fort chaleureusement Franck Fischbach pour son intervention. Juste avant cela, et peut-être pour servir de fil rouge pour cet après-midi, je voudrais pointer 2 ou 3 choses rapidement, avec des questions que nous allons lui laisser pour le temps de la digestion de cet après-midi, et aussi pour lui renvoyer quelque chose qu'il a fait avec beaucoup de délicatesse pour les interventions de cet après-midi. Il a joué le petit poussé en semant plein de petits cailloux, ce qui était vraiment une attention très importante. Et puisque nous essayons de naviguer dans ces eaux troubles où il ne suffirait pas de savoir pour pouvoir,
et où nous discutons ce saut ontologique, où finalement, au-delà d'une rationalisation de la situation, eh bien, quelque chose du côté des affects est à prendre en compte. Je voudrais vous proposer moi aussi quelques petits cailloux. Le premier, par rapport à ce que vous avez évoqué, Franck Fischbach, c'est peut-être de revenir cet après-midi avec Éric Bory sur le présupposé selon lequel le travail nous permet d'avancer dans cette affaire. Pour que le travail nous permette d'avancer, encore faudrait-il accepter l'idée de cette valeur travail, d'une part, et d'autre part, se situer dans un monde où le travail est partageable, ce qui nous donne donc deux pistes à discuter dans un premier temps. Dans un deuxième temps, lorsque vous avez évoqué la valeur d'usage du travail, qui n'est plus séparable de la personne qui porte ce travail, lorsque vous avez évoqué également le fait qu'on est là dans une relation à une personne qui peut exiger, qui pourrait exiger d'être associée à la codécision dans le contexte du travail, je m'interrogeais sur le lien entre l'individuel et le collectif. Qui est cette personne qui pourrait faire ça, dans la mesure où ensuite nous sommes passés à une dimension collective qui était celle des luttes collectives. Donc, il me semble que c'est une des dimensions que vous évoquiez dans le passage de la société à la communauté. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Peut-être pour me faire un tout petit peu l'avocat du diable sur quelque chose qui sera aussi une difficulté chez Butler. Et c'est pour ça que je me permets de le mentionner. Je me suis demandé à un moment si on n'avait pas quelque chose comme un cercle vicieux, où finalement, pour se sentir concerné, il faudrait pouvoir être affecté, mais pour pouvoir être affecté, il faudrait d'abord se sentir concerné. Et finalement, la question de la magie qui nous aiderait à faire ce saut ontologique, elle est encore posée. Alors je le dis volontairement comme ça, parce que vous allez voir cet après-midi, peut-être chez Axel Honneth également, que nous avons là une difficulté. Et enfin, puisque Franck Fischbach a eu la délicatesse de semer dans son discours des petits mots qui ont à voir avec le prendre soin, avec la médecine, je voudrais donc finir sur une question, celle donc de la contagion démocratique possible à partir des collectifs de travail dont il nous a parlé tout à fait à la fin. Et donc je me demandais si pour que cette contagion s'opère, il fallait penser ça en termes de porosité des individus ou des groupes d'individus. C'est l'un des concepts que Butler utilisera, c'est la vulnérabilité à autrui, l'ouverture à autrui. Ou est-ce que ce serait plutôt en termes de mimétisme? Et là, c'est la question du désir de reconnaissance qui serait certainement le versant à choisir et dont nous parlera Éric Bory. Voilà, juste pour refaire le point et moi-même semer quelques petits cailloux pour cet après-midi.